et j'accepte tout le monde maintenant à la conférence. J'ai jamais cliqué autant. D'habitude, il y a 30 personnes maximum ici. Oui, mais Sébastien, vous avez choisi des bons orateurs. Hein. Ben oui, c'est ça. On n'a pas M. Copiters ou M. Gilbert, mais on a mieux. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour. Salut. Salut Virginie. Bon, j'espère qu'on ne sera pas plus que 100 parce que je crois que Zoom, c'est maximum 100. Mais je ne suis pas sûr, mais il me semble. Mais bon, j'ai jamais eu autant de monde à la conférence. Donc, Bon, si jamais on dépasse les 100, moi j'ai un abonnement pro qui va jusqu'à 500. Hein. Ah, mais moi j'ai un abonnement aussi. Hein. Enfin, on a un abonnement à la Maison d'Amérique latine, donc peut-être que ça va jusqu'à 5. 5000. Sinon, 5000, oui. sinon, on prend la voiture et on se retrouve tous à Ixelles. Tous là-bas, oui. Voilà. On va tous chez M. Houben. Ok. Sébastien, oh là là. Ça fait venir quelque chose. Bonsoir, bonsoir. Ah. Je suis en train de... Ah, voilà, ici. Hop. Bon. Je vais couper les micros du public aussi, une fois que j'aurai admis tout le monde. On va faire un peu de brouhaha. La contrebande, tu vois. C'est comme si c'était la contrebande. Référence underground. Voilà. Alors là, ils ne sont pas invités pour Ouais. Bisous, à tout de suite. Je suis la même, on pas cette blouse. Ok, ciao. Alors, voilà, nous sommes 92, 93. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. J'étais un peu. Bonsoir. Tout le monde parce que. On est 97 pour l'instant. 98. 99. Bon, ben voilà, je crois que... Alors, bonsoir à tous. D'abord, un tout grand merci pour votre participation. On est plus de 100, on est 100 personnes, donc ça c'est un grand succès. Là, je suis très content. Et la maison 100 personnes. Alors, comment je vais intervenant, voilà. Donc, je vais demander à chacun de couper son micro, sauf les intervenants, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de bruit parasite. Ouais, je vois que tout le monde a bien fait ça. Alors ici, encore une personne. Donc voilà. Donc bienvenue à tous au nom de la Maison de l'Amérique latine. Comme ça, voilà.
Est-ce Voilà. vraiment que tout le monde coupe son micro, sauf les intervenants? Ce serait vraiment Pas un bien. micro, moi. Mais je ne sais pas pourquoi ça s'affiche Sylvie alors que c'est moi qui parle. Tout le monde m'entend? Oui. Ça s'affiche Sylvie. Parfait. Alors, voilà, là c'est Madame du Château qu'on voit. Mais je ne sais pas pourquoi, parce que normalement, d'un point de vue esthétique, c'est bien quand c'est la personne qui parle, mais moi, on ne me voit pas en grand. Mais ce n'est pas grave. Voilà, ben, écoutez, je vous souhaite à tous la bienvenue au nom de la Maison d'Amérique latine pour cette conférence donc, qui va traiter d'un sujet évidemment des plus importants et qui nous concerne tous. Ça, on ne peut pas le nier. Ça, s'il y a bien un sujet qui nous concerne tous, c'est bien le sujet du Covid que nous subissons tous pour l'instant, la crise du Covid. Et donc, ben, voilà, la Maison d'Amérique latine et moi-même, en tant que responsable des conférences, avons décidé de vouloir proposer donc une conférence, une visioconférence. On aurait voulu faire ça en présentiel, mais malheureusement, ben, vu les mesures, ça n'a pas été possible. Donc, on fait ça, ben, en même temps, on n'aurait pas pu accueillir 100 personnes dans notre salle. Donc, il y a des côtés positifs quand même. Et donc, ben voilà, donc le sujet, évidemment, est très, très, très important. Et on voulait aussi donner la parole à un maximum de personnes. On a voulu évidemment inviter des personnes qui ont évidemment beaucoup de connaissances sur le sujet. Donc, juste pour vous expliquer, donc nous avons 2 médecins, un pédiatre, nous avons une docteure en philosophie, un avocat. Et donc voilà, toutes ces personnes vont vous essayer de vous expliquer. Donc, ils auront 10 minutes par personne pour faire leur intervention. Et après, vous pourrez poser vos questions par écrit. Donc, vous avez un channel, vous avez un petit onglet converser. Je vois que certaines personnes ont déjà identifié. Ah, bon, écoutez, je vais peut-être couper le micro de tout le monde et je vais le remettre à certains parce que sinon, c'est peut-être un peu problématique. Donc, je vous mets tous muets. Voilà. Et je vais redonner la parole aux personnes. Voilà. Donc, c'est-à-dire, excusez-moi, hein, c'est un peu plus long que d'habitude, mais je ne suis pas habitué à avoir autant de monde. Alors, nous étions. Tac, tac. Isabelle Duchâteau, OK. Jean-Jacques Houben. Tac, 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 tac. Valérie Tillemont. Tac, tac. Ah bon. Alors, je n'ai pas trouvé tout le monde là. Il faut que je. Ah non, ça redescend encore. OK, OK. Alors, Véronique, non. Je remonte au début. Alors, hop. Ah voilà, Pascal Sacré. Je l'ai vu. Il est ici. Voilà, donc j'ai réactivé. Il manque Catherine aussi, je pense. Madame Tillemont aussi. Valérie Tillemont. Oui, Madame Tillemont, je l'ai remise. Et Catherine, voilà, Catherine ici. Alors, est-ce que j'ai oublié personne? Monsieur Van Holland, c'est Pierre, hein, c'est ça? Donc, on va regarder à Pierre, voilà. Donc, j'ai fait tous ceux qui ont mis leur micro. Donc, vous avez Monsieur Sacré, Monsieur Houben, Madame Duchâteau, Madame Reussen, Madame Tillemont et Monsieur Pierre. C'est bon? Vous pouvez tous me faire signe comme quoi vous avez tous. Attendez, je remets. Voilà. OK. Voilà, vous avez tous la parole, les intervenants? Oui. Oui? OK.
Ok. Bon, parfait. Alors, je continue donc ma présentation. Donc, voilà. Donc, la Maison d'Amérique latine a décidé d'aborder ce sujet. C'est évidemment pas évident à aborder parce que on peut se rendre compte qu'il y a pas mal de choses à dire, pas mal d'informations qui vont dans tous les sens, que ce soit dans les médias traditionnels, avec des guillemets, ou sur les réseaux sociaux. Donc, on avait envie de mettre un peu certaines choses au point et surtout de donner la parole au public. Alors, donc, comme j'ai expliqué, le public va pouvoir s'exprimer de manière par écrit, donc avec le petit onglet « Converser ». Et ben voilà, je voulais juste aussi un peu expliquer que j'ai quand même mis beaucoup de temps afin de rassembler ce panel de personnes qui vont pouvoir expliquer un peu. Bon, ouais, je ne vous ai pas encore dit le titre en fait. Hein, donc le titre que vous connaissez, vous avez tous lu, crise du Covid-19, mesures sanitaires nécessaires ou dérives autoritaires. Voilà, la question est posée. On essaiera d'y répondre avec tous les intervenants. Mais effectivement, voilà, parce que beaucoup de gens, une bonne partie de la population a souhaité, il montre sa lassitude, on va dire. Et donc, voilà, bon, l'idée c'était de dire, est-ce que c'est nécessaire, ces mesures sont nécessaires ou pas? Et donc là, on va essayer d'y répondre. Je voulais quand même préciser que j'ai essayé, comme j'expliquais tout à l'heure aux intervenants, que excusez-moi, parce qu'il y a ma fille qui crie derrière, je suis en télétravail, et que j'ai essayé de trouver des virologues, des épidémiologistes. J'ai contacté M. Copiters, M. Marie-Gilbert, pour citer les plus connus, mais je n'ai pas malheureusement eu beaucoup de réponses négatives, que des réponses négatives. Et donc, en fait, j'ai même essayé, donc j'étais en relation avec le service d'épidémiologie de l'UEB, mais voilà, ça n'a pas porté ses fruits. On était en contact aussi, essayer d'avoir un psychothérapeute de la faculté de psycho, l'unité Covid, gestion des émotions à l'UCL, mais on n'a pas réussi à l'avoir. Mais bon, voilà, on a quand même 6 intervenants de qualité. On va essayer de vous faire un panel et de vous expliquer le maximum de choses, et en espérant que cela vous apportera des informations et des éléments pour la suite. Voilà, bon, je ne vais pas faire plus long, je suis déjà assez long là. Donc, par l'ordre, donc 10 minutes par intervenant, puis après, vous posez vos questions par écrit. Donc, moi, je lirai une question par personne. C'est-à-dire que je suis en conférence. Non, non, je suis en plein. J'ai 200 personnes qui me regardent. Il y a des gens qui essayent de se connecter. Et je suis occupé, laisse-moi tranquille. Mais je suis occupé, s'il te plaît. Mais laisse-moi tranquille. Je suis en direct. Merci. Mais s'il te plaît. Mais c'est complet. Je sens peu rien, moi. Oui, c'est complet. Oui. Bon, je suis en direct. Mais excusez-moi. Bon, alors. Donc, je disais. Je suis désolé. Hein. Parce qu'apparemment c'est complet, il y a des gens qui veulent encore se connecter et c'est complet, donc je ne peux rien y faire. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, donc voilà, donc le psychothérapeute, on n'a pas réussi à le trouver non plus, mais c'était pour parler de la gestion du stress. Je vais laisser la parole donc aux intervenants. Donc, nous avons Madame Duchâteau, Isabelle Duchâteau, qui est infirmière en soins à domicile et nutrithérapeute, qui va prendre la parole en premier. Ensuite, nous aurons Monsieur Pascal Sacré, qui lui était médecin au grand hôpital de Charleroi, qui était urgentiste, anesthésiste. Monsieur Houben, qui lui a travaillé au Chirec pendant plus de 20 ans et à Erasme, vous me dites si je me trompe, si je fais des erreurs. Et alors le docteur Reysen, qui est pédiatre, qui elle va parler donc, surtout des enfants et des adolescents et de l'impact des mesures, notamment le masque. Nous avons Madame Tillemont, Valérie Tillemont, qui est le docteur en philosophie, qui va prendre un peu plus de recul par rapport à tout ce qui se passe pour l'instant. Et en terminant, nous terminerons avec M. Pierre Van Hollen, maître Pierre Van Hollen, qui est avocat et qui est spécialisé sur tout ce qui est légalité. On va aborder la question de la légalité des mesures prises par le gouvernement. Voilà. Excusez-moi encore pour le petit imprévu. Mais je ne sais pas si on peut, parce que voilà, on verra un peu, mais pour l'instant, on est complet, on est à 100 personnes. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui me disaient qu'il y avait peut-être un abonnement où on peut avoir 500 personnes, mais voilà, pour l'instant, on va en rester là. Alors. Voilà.
Désolé pour ceux qui ne peuvent pas participer, mais voilà, on est un peu victime de notre succès. Donc voilà, j'arrête de On parler. recommence. Voilà, et je laisse la parole à Isabelle Duchâteau. Oui, merci. Alors déjà, je voulais vous remercier pour cette invitation. Et je voulais commencer par dire que ce que j'observe depuis le mois de mars maintenant, c'est un déploiement d'un discours qui ne colle absolument pas à ma réalité de terrain. Depuis le début du mois de mars, j'ai eu 2 patients Covid. 2. Et ce sont des gens qui sont restés à domicile, qui n'ont jamais dû être hospitalisés, qui m'ont dit avoir fait une grosse grippe. On a encore un exemple flagrant de cette distorsion entre le discours et la réalité, il y a peu, là, dans la presse, avec M. Coton, qui nous expliquait voir arriver une 3e vague parce que nous, les Belges, avons un problème culturel, c'est que nous ne sommes pas assez sages, nous ne sommes pas capables de respecter les consignes, et donc cette 3e vague va arriver à cause de nos comportements. Mais je pense que les médecins qui sont là ne vont pas me contredire. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la fin d'une courbe logarithmique. Et avec une courbe logarithmique, quand elle arrive à sa fin, c'est tout à fait normal de voir un ralentissement. Plus ça ralentit et moins ça ralentit vite. Donc ça n'a absolument rien à voir avec nos comportements. De toute façon, les courbes du vivant sont plutôt dynamiques, elles ne sont jamais linéaires. Et c'est pourquoi les modèles mathématiques qui nous ont prédit des millions de morts sont juste délirants parce qu'ils ne prennent pas compte de toutes les caractéristiques du vivant, à savoir notre terrain et notre environnement. Et donc aujourd'hui, on nous fait croire qu'on est face à une épidémie qui dépend uniquement de nos comportements et de notre capacité à respecter les règles, alors qu'en réalité, les maladies respiratoires dépendent essentiellement de facteurs environnementaux. Il fait plus froid, il fait plus humide depuis quelques jours, mais aussi de la pollution environnementale et surtout du terrain. Et ce terrain, on n'en a jamais entendu parler. Depuis le début de l'épidémie, on ne parle que du virus. On n'a jamais parlé de notre capacité à y faire face. On a même eu Yves Valatem qui a dit dans les médias aux alentours du mois d'avril que si on connaissait des moyens pour renforcer notre terrain, vous imaginez bien, ma bonne dame, qu'on les utiliserait. Et c'est vraiment dommage que le public ait ce genre d'informations parce que des moyens pour renforcer le terrain, ils existent. Et non seulement ils existent, mais en plus, ils sont référencés dans la littérature scientifique. On a parlé du zinc, bien entendu, de la vitamine D, de la vitamine C. Et c'est la première chose qu'on aurait dû faire dans la population générale, c'était s'assurer des taux de zinc, de vitamine C et de vitamine D des gens, parce qu'on aurait probablement évité pas mal de personnes aux soins intensifs si on s'était assuré de leur terrain. On n'a absolument jamais parlé des alternatives pendant toute la durée de la crise. Or, la loi du 22 août 2002 sur les droits du patient est très claire à ce sujet. Il faut informer le patient sur les traitements qui existent, mais aussi sur les alternatives et surtout sur les effets secondaires, ce qui n'a absolument jamais été fait. On a vu une campagne de discrédit énorme par rapport à l'hydroxychloroquine qui a commencé quasiment dès le début de l'épidémie, qui a atteint un point culminant avec la fausse étude du Lancet. Notre gouvernement a pris le pas sur la France en déconseillant l'usage de l'hydroxychloroquine après la publication de cette étude. Et une fois qu'on s'est rendu compte qu'elle était complètement frauduleuse et que le poteau rose a été dévoilé, il n'y a jamais eu de communication claire ni vers les patients ni vers les médecins généralistes pour permettre de nouveau l'usage de cette hydroxychloroquine. Et donc au final, on se retrouve avec des gens qui repartent à la maison avec du paracétamol, qui n'est pas un médicament anodin, puisque les travaux du professeur Montagnier, au moment où il travaillait sur le VIH, a montré que le paracétamol avait cette capacité de faire se cracher les taux de glutathion. Or, un bon taux de glutathion est corrélé avec une bonne réponse immunitaire. Et donc, on se retrouve avec des gens qui se retrouvent avec des symptômes à la base relativement bénins, qui repartent avec une prescription de paracétamol et qui se dégradent dans les jours qui suivent à cause du traitement. Et donc, au final,
les gens n'ont pas reçu l'information correcte à aucun moment. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est dans les faits, plus face à une politique sanitaire, mais à une politique sécuritaire. On a instrumentalisé le Covid pour qu'il devienne un instrument de contrôle social. Et finalement, le Covid est devenu un instrument de contrôle social des masses. On est obligé de porter le masque à l'extérieur, alors qu'il n'y a absolument aucune preuve que ça puisse ralentir la propagation de l'épidémie. On a encore eu un article dans la presse qui montrait que dans les pays qui maintiennent l'horeca ouvert, la propagation du virus est moindre que chez nous. On nous menace pour les fêtes de fin d'année d'avoir des policiers à chacune de nos fenêtres pour surveiller que nous n'avons pas plus d'un invité dans nos toilettes, alors qu'au moment des attentats, il n'y a pas eu ce déploiement de police. Et donc, ce qui m'inquiète plus aujourd'hui, ce n'est pas tellement le virus. Je suis plus inquiète pour l'état de droit et la démocratie que pour la santé, la mienne, celle de mes enfants, celle de mon père qui vit avec nous. On est une famille transgénérationnelle. Je suis plus inquiète pour mon avenir dans cet état de droit que par rapport à l'épidémie qui, pour moi, est terminée depuis bien longtemps. Et je pense que Pascal Sacré va pouvoir confirmer ce que je dis par rapport à son expérience hospitalière. Je vais mettre le temps parce que sinon, il faudra m'arrêter. Voilà. Merci Isabelle. Dans tout ce que tu dis, je me retrouve bien. Alors, pour me présenter, donc moi je suis médecin depuis 25 ans. Je suis sorti de l'université de Liège en 1995. Je ne suis pas urgentiste en fait, je suis anesthésiste de formation. Ça, c'est quand même une notion importante parce que j'ai beaucoup parlé sur les masques. Et il faut savoir que dans les spécialités médicales, c'est probablement la plus familière du port du masque, de l'anesthésiste. Au bloc opératoire, et il se fait que depuis 17 ans, je travaille aux soins intensifs. Ça, c'est depuis 2003. C'est également un endroit où, évidemment, porter un masque fait partie des mœurs. Mais je sais pourquoi je porte un masque, comment porter un masque et quand porter un masque. Donc ça, c'est pour expliquer que je me suis beaucoup exprimé là-dessus, ça a été critiqué, mais en même temps, je savais de quoi je parlais. En même temps, par rapport à mon métier, donc, j'ai travaillé aux soins intensifs jusqu'à maintenant, savoir que j'ai été licencié par mon hôpital pour mes opinions. Ça, c'est assez récent, c'est à peu près 2 mois, et évidemment, donc, je vais continuer à m'exprimer. Néanmoins, puisqu'on m'a donné 9 minutes à peu près, il y a tellement à dire sur cette crise de la part des médecins, notamment, je vais résumer et en sélectionner. Le premier point dont je voulais vraiment parler, moi, en tant que médecin, c'est d'avoir été choqué dès le départ, en fait, ou en tout cas très vite, et je dirais de plus en plus, et maintenant ça a atteint un sommet, d'être choqué par le grand écart. J'avais dit décalage, j'avais mis décalage, mais non, c'est un grand écart entre ce que le gouvernement et ses conseillers disent de faire. Et en France, ils ont d'ailleurs une formule un peu cynique. Chez les médecins généralistes, c'est les 4D, Doliprane, c'est le paracétamol, c'est dodo, domicile et décès. Finalement, on peut dire en Belgique, c'est vrai, ça se résume à quoi? On porte un masque, restez chez vous et attendez. En l'occurrence, un vaccin, voire même attendez. C'est vraiment un grand écart entre, en fait, non, tout ce qu'il y a et tout ce qu'on peut faire. Je suis très étonné d'entendre ça. Je n'ai pas entendu ça parce que j'ai coupé la télévision, moi. Que Yves Vallintem, qui est quand même médecin, puisse dire ça, c'est assez gravissime. Parce que moi, j'ai travaillé récemment avec des médecins généralistes, notamment, et je me suis beaucoup intéressé personnellement à ça. Il y a énormément à faire et ça ne se limite pas à prendre des vitamines, c'est déjà très important. Mais en fait, il y a énormément à faire. On sait qu'il y a une relation entre l'activité physique, par exemple, et le système immunitaire, avec des études scientifiques publiées dans des revues par des pairs. Monsieur Van Latem, s'il nous écoute,
qui ont prouvé vraiment une relation positive entre le fait de marcher 20 minutes par jour, par exemple, ou de s'habituer à monter les escaliers et un meilleur système immunitaire. Or, je rappelle que face à une infection, quelle qu'elle soit, mais surtout virale, qu'est-ce qui est important? C'est notre système immunitaire. C'est vraiment le principal qui va nous aider. Tout le reste, c'est des aides, en fait. Eh bien voilà, l'activité physique. Or, on a même dit aux gens, non, restez chez vous. C'est également des techniques de méditation, par exemple, qui permettent de se calmer dans un moment de stress qui, lui, va vraiment perturber le fonctionnement du système immunitaire. Mais bon, la liste, elle est longue, et sur Bon Sens Belgique, qui est une association qui s'est mise en place, à laquelle moi je participe en tant que médecin, on est en train de faire au niveau des médecins, notamment beaucoup de généralistes, des documents. Il y en a un premier qui est sorti, un premier document de 14 pages, et rien qu'en le lisant, ben, vous voyez tout ce qu'il y a à faire avant de tomber malade. Et si on tombe malade, tout ce qu'on peut faire pour éviter d'évoluer vers une forme grave. Parce qu'on parle beaucoup des problèmes du Covid, de la mortalité du Covid. Moi, en tant que médecin réanimateur, j'ai vu les formes graves du Covid. Je les ai vues à la première vague en mars et je les ai encore revues à ce qu'on a appelé la deuxième vague en octobre. Il faut savoir, même si c'est toujours trop, que ça atteint une relativement faible proportion des gens par rapport à la population générale. Et il y a toujours un ou plusieurs facteurs de risque qui viennent en fait expliquer le décès. Diabète surtout et un excès de poids. Pas seulement, mais c'est un peu logique finalement. Donc je vais dire par là que sauf exception exceptionnelle, comme toujours en médecine, c'est pas tout le monde qui va faire une forme grave, vraiment pas. Et en plus de ça, il y a des moyens de réduire le risque en préhospitalier. Mais on n'a pas donné les moyens, c'est grave. On a même interdit aux généralistes de faire leur travail, on ne les a pas informés et on leur a dit de ne pas prescrire certains médicaments. C'est gravissime. Ensuite, on parle énormément de toute façon à la télévision du Covid, en grossissant donc cette gravité. Elle existe, mais elle est limitée à une frange de la population. Mais on ne parle jamais, enfin je crois, ou trop peu, de la mortalité et des problèmes liés aux mesures prises par le gouvernement. On sait que le confinement va augmenter le risque de mortalité dans beaucoup de parties de la population. Le chômage, il y a toute une série de restaurateurs, de métiers qui sont au chômage aujourd'hui et qui sont dans le stress pour leur famille. Ce sont tous des facteurs de mortalité, morbidité énormes. Donc ça, on en parle vraiment très peu, ou quand on veut en parler, on coupe la parole, ou on minimise tout de suite, alors que c'est énorme. On parle de famine énorme. On va avoir une famine pharaonique, probablement ces années qui viennent, à cause, non pas du Covid-19, ça j'insiste, mais à cause des mesures prises par les gouvernements, la plupart des gouvernements dans le monde, face à ce Covid-19. Et encore une fois, énormément de médecins, de gens qui disent qu'il y avait autre chose à faire. Autre chose à faire que de fermer les restaurants, autre chose à faire que de fermer les écoles, comme ça, en tout cas, de façon prolongée, et autre chose à faire que de dire aux gens, restez chez vous. Il y avait d'autres solutions, un confinement sélectif, protéger surtout les populations à risque, par exemple. Les populations à risque, on les connaît bien maintenant. À ces parties de la population, on dit restez chez vous, et éventuellement protégez-vous avec un masque anti-Covid. Voilà, mais pas tout le monde et surtout pas tous les enfants, par exemple, dont on sait aujourd'hui qu'ils ne participent pas à la transmission du virus et qui ne sont pas à risque de faire une forme grave de Covid, à part des exceptions d'enfants malades qui auraient éventuellement une maladie. Donc, on a vraiment été confronté à un discours sélectif axé sur la peur, reproduit par les médias. Or, on sait que la peur est terrible, surtout associée à l'inaction. Quand vous avez les deux, c'est ce qu'on a dit aux gens, hein, restez chez vous et ne faites rien, eh bien, on sait que ça peut entraîner des maladies. Ça, c'est toutes les expériences de Pavlov, de Laborie. Si vous lisez les livres d'une personne comme Viktor Frankl, qui est un rescapé des camps d'Auschwitz, il a écrit des livres sur les gens qui ont survécu de ces camps. Ce sont des gens à qui on a redonné de l'espoir et du projet, par exemple.
dès qu'il y a perte d'espoir, qu'on plonge les gens dans l'attente et dans la passivité en leur disant en plus qu'il y a une maladie terrible qui va tuer tout le monde, eh bien, ça conduit au décès, ça conduit aux maladies. Donc, il y avait énormément à faire d'autres, non seulement au niveau médical, mais je pense que vraiment informer, laisser les médecins généralistes prescrire, les médecins de première ligne, les médecins de terrain, les laisser conseiller leurs patients et prescrire les médicaments qu'ils ont envie de prescrire, hydroxychloroquine incluse, bien entendu. C'est un médicament qu'on connaît depuis 70 ans, qui est prescrit dans plein de maladies, à des gens âgés, aussi bien des gens âgés, polyarthrite rhumatoïde, à des gens immunodéprimés, lupus érythémateux, et à des gens jeunes et sains dans la malaria. On saurait si ça a été un médicament qui tuait des gens d'une façon telle qu'on doive l'interdire. On le saurait depuis longtemps. Ben, non. Ça, c'est pour me dire que j'approche de mon timing. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce n'est pas le tout de critiquer, mais c'est vrai qu'il faut dire ce qu'il faut faire. Moi, je ne suis pas conseiller gouvernemental, mais en même temps, je m'adresse aux gens, à la fois en tant que personne qui a réfléchi beaucoup là-dessus et en tant que médecin. Et en ayant parlé avec beaucoup de médecins, il y a deux choses à faire. Enfin, en dehors de couper la télé, de ne plus écouter ces informations qui n'en sont pas, il y a vraiment une chose à faire, c'est d'augmenter ses connaissances. Et là, il y a pas mal de sites et de personnes qui essayent de réinformer en France, en Belgique. Et donc, il y a Bon Sens Belgique, notamment, mais pas seulement. Ça, c'est une chose. Il faut vraiment que les gens puissent se réinformer. Ça, c'est la connaissance. Mais la deuxième chose importante, d'autant qu'ils ont été plongés dans le stress, j'ai fini dans 20 secondes, c'est d'augmenter ses ressources. Parce que beaucoup de gens sentent qu'il y a un problème, mais ils se réveillent comme un sursaut. Vous voyez? C'est un peu comme un réveil en sursaut. Ça ne fait pas du bien. Et en plus, ils n'ont pas les ressources nécessaires pour affronter ça. Et ça, ce n'est pas très bon. Alors, c'est là que les psychologues, nous les médecins, devons aider les gens à augmenter leurs ressources. Et là, c'est tous les conseils d'alimentation, c'est tous les conseils d'activité physique. Il y a les huiles essentielles, il y a les plantes, il y a la cohérence cardiaque. Il y a des techniques vraiment qui vont renforcer le système immunitaire, mais aussi le système neurologique des gens pour affronter cette réalité. Parce que ce n'est pas tout d'ouvrir les yeux sur cette réalité, qu'on ne nous a pas tout dit, voire qu'on peut nous avoir menti même. Ce n'est pas le tout de dire ça. Il faut vraiment donner aux gens des ressources pour que face à ça, ce n'est pas facile, ben, ils puissent tenir bon et quand même surmonter ça. Donc il y a vraiment deux axes de travail pour moi. C'est vraiment psychologique et physique. Et ensuite augmenter les connaissances. Et ça, c'est ce qu'on fait ici et dans d'autres endroits. D'ailleurs, je vous remercie, Monsieur Hologne, parce que sachez qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui donnent la parole à des gens comme moi ou comme les autres intervenants, j'imagine. Pourquoi? Pas parce qu'on n'est pas compétent, pas parce qu'on est méchant, mais parce qu'on dit ces choses-là. Et ça, c'est une autre constatation terrible de se dire qu'en Belgique, dans une soi-disant démocratie, moi, je vous rappelle, j'ai été licencié parce que je disais ça, tout haut, mais gentiment, hein, on m'a licencié. Donc, déjà, rien que ça, faire ce constat, il répond à la question que vous avez posée avec cette réunion, cette conférence. Le fait que des personnes comme moi et les autres intervenants, et en France, vous avez dit Didier Raoult, etc., ne puissent même pas s'exprimer, veut dire beaucoup. En fait, il faut, Voilà, merci. Merci, Dr Sacré. Bah, juste pour, oui, bah, merci pour les compliments, mais je veux dire, c'est vrai que on a essayé ici de rassembler les opinions, on va dire qui divergent aussi un peu de ce qu'on peut entendre au jour le jour. Donc merci, Monsieur Sacré. Et oui, je voulais encore préciser donc par rapport à l'organisationnel, donc pour les questions que le public va poser aux intervenants, ce sera au moment où les interventions sont finies. Parce qu'ici, il y a beaucoup de messages bon, qui ne sont parfois pas des questions. Donc, au moment où je vous donnerai le signal, vous pourrez vous poser vos questions et ce sera beaucoup plus facile parce que sinon je dois faire le tri entre toutes les interventions, les commentaires et voilà. Donc voilà. Alors merci donc Monsieur Sacré et maintenant donc on va passer à Monsieur Jean-Jacques Houben qui est donc aussi au Chirec. Alors ici Madame Françoise, je vais lui couper son micro.
Voilà. Et donc, voilà, Monsieur Houben, je vous laisse la parole. Je sais, bah voilà, pour un peu vous présenter, moi je vous ai connu, je vous ai découvert lors d'un post sur Facebook qui est assez cinglant sur la manière dont les gouvernements précédents ont géré la manière le côté le côté hôpitaux, la gestion des places hospitalières. Donc voilà. Et je pense que vous allez un peu aborder cette thématique-là. Donc je vous laisse la parole. Merci. Bien, bonsoir à tous et surtout merci d'être là. Une petite remarque concernant notre modérateur Sébastien Ologne, une de plus. Je ne sais pas, Sébastien, comment vous avez sélectionné vos orateurs ce soir, mais ce qui est clair, c'est que ce que Isabelle et Pascal ont dit m'ont considérablement ému parce que je suis en phase à 200% avec tout ce qui vient d'être dit. Alors ça, voilà, ça c'est le premier préambule. Alors, j'ai prévu une petite conduite de mon intervention pour deux raisons. D'abord parce que je ne veux pas rater les quelques messages que je souhaiterais vous partager avec vous. Et comme le disait très bien Pascal, quand un médecin impliqué et enthousiaste se met à parler de sa vie et de son travail, il dépasse très facilement les limites imposées par les autorités. L'autorité, c'est quelque chose qu'il faut évidemment accepter dans une société partagée, mais qui, évidemment, comme le disait très bien Isabelle, si vous respectez une discipline exemplaire, vous risquez de vous retrouver dans un système où le citoyen est clairement sous le joug d'une autorité, on en reparlera certainement avec Pierre Van Hollant, d'une autorité qui n'est pas forcément validée. Voilà. Alors, sur la base d'avis qui ont été qualifiés en virologie, en immunité, en épidémiologie, nos gouvernements européens, et on peut dire les gouvernements mondiaux, ont pris des décisions drastiques et fort contraignantes pour éviter le collapsus de nos, on va dire, soins hospitaliers. Nous avons tous plus ou moins cautionné et encouragé ces mesures, même si certains d'entre nous, je le rappelle, ont vu leurs parents, leurs grands-parents mourir sans soins et sans oxygène dans les maisons de repos de notre pays qui est tout de même dans les 13 pays industrialisés les plus riches au monde. Tant que nous ne disposons ni d'explications claires sur l'origine de cet ARN viral, ni de traitement efficace, ni non plus de vaccination pour l'instant, ni même, faut-il le rappeler, d'un dépistage de masse. Il faut à ce moment-là, bien évidemment, limiter la contagiosité. En Belgique, 100 000 personnes meurent chaque année. Après 11 mois de pandémie, le décès de 17 000 personnes est en tout cas attribué au Covid-19. C'est évidemment beaucoup. Mais au niveau mondial, c'est un peu différent. On y reviendra peut-être dans le débat. Alors, sans réserve stratégique, on en a assez parlé, et surtout sans expérience, dans un contexte d'appauvrissement sans précédent de nos structures hospitalières, nos gouvernements ont choisi le confinement du pays, faute de pouvoir fournir des lits, du personnel qualifié, des respirateurs à un certain moment, des protections personnelles soignants et à la population qui sont évidemment parvenus trop tard. Alors, il y a deux notions qui échappent totalement au grand public et je me réjouis de pouvoir les partager avec notre centaine d'invités ce soir. Je m'empresse de dire que, à mon sens, les médias s'y emploient également. Alors, ces deux notions, vous allez les retrouver dans mon anticipation
qui est peut-être pessimiste, mais je crains malheureusement qu'elle soit assez réaliste, parce que 3 tsunamis nous attendent. 3 tsunamis nous attendent. Et comme en parlait d'ailleurs Pascal Sacré tout à l'heure, en médecine, nous sommes habitués à prendre des précautions élémentaires, à anticiper, à prévoir. Moi, si je fais une intervention chirurgicale où je crains que le malade va saigner, je commande du sang ou je préviens l'anesthésiste qui doit prendre des mesures nécessaires. Donc, l'anticipation, elle fait partie de l'ADN de tous les responsables, qu'ils soient des techniciens comme moi, comme Pascal, comme Pierre Van Holland, et bien entendu aussi des politiques. Alors, les 3 tsunamis, je vais vous les décrire, 1 minute par tsunami, ça va aller très vite. Le premier tsunami, c'est que des milliers de patients, et probablement des dizaines de milliers de patients, bien entendu, étaient et sont en attente de traitement, voire même plus grave, de dépistage, c'est-à-dire de diagnostic. Et les retards de diagnostic et de traitement auront évidemment un effet dévastateur différé en 2021, donc l'année prochaine. Beaucoup de gens me disent 2020 va se terminer, 2021, ça va être la fête. Mais je peux vous dire, ça ne sera pas la fête. Un obèse morbide qui est diabétique, eh bien, il peut mourir d'un accident vasculaire cérébral. Une femme porteuse de calcul vésiculaire, tout le monde connaît cette maladie, bénigne, non opérée, eh bien, elle peut mourir d'une pancréatite biliaire. Alors, quand j'entends dire dans les médias que le système a tenu, le système de santé a tenu, et tout le monde se satisfait de dire on est parvenu à éviter la saturation des soins intensifs, je vous dis franchement, mes chers amis, j'en ai la nausée, parce qu'on maquille la vérité. L'interruption de tous les soins élémentaires de stade 1 ou de stade 2, c'est une catastrophe. Et donc le premier tsunami qui va nous coûter fort cher, et fort cher à la sécurité sociale, c'est le retard que l'on a pris dans la prévention et dans le traitement des maladies chroniques. 2, il y a pire. En termes de santé publique, on sait qu'une population qui est appauvrie, démunie, elle accuse une aggravation notable de la morbidité et de la mortalité. C'est connu. Les pays pauvres, il y a une mortalité infantile qui est catastrophique par rapport aux pays les plus développés. Certes, il faut le rappeler, un décès ne coûte rien à un État. Il faut bien avoir cela en tête. Les gens qui continuent de rêver, de fantasmer sur le fait que la vie c'est important, la mort c'est catastrophique. Non, 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 non. Un État, il est géré sur une économie d'État. Et un État ne perd pas d'argent quand quelqu'un décède. Il perd de l'argent quand quelqu'un est malade ou handicapé. Mais c'est ça qui compte en termes d'économie d'État. Et donc, ce qui est important, c'est qu'un citoyen handicapé, un citoyen sans travail, ça, c'est un problème qu'il va falloir porter. Et donc, le collapsus économique qui a été induit par toutes ces mesures, il aura des conséquences dramatiques. Ça, c'est le second tsunami. Et je vais en venir au troisième. Encore 1 minute, si vous me le permettez, Sébastien. Bien sûr. Qu'en est-il de notre avenir? L'avenir, ce n'est pas nous, hein. C'est les enfants, c'est les adolescents. Donc, le moteur de l'enseignement, c'est évidemment le monde enseignant. Et je suis persuadé que ma collègue pédiatre va en parler. Alors, vous avez encore 10 minutes. Un État favorisé, où l'enseignement, on le sait, est déshérité, sous-payé, déconsidéré par les pouvoirs publics. Il n'y a pas d'outils virtuels de masse. On a vu les difficultés majeures que nos écoles ont rencontrées pour donner l'enseignement à distance. Je vous rappelle tout de même, parce que j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu dans ma vie, que ce soit au Rwanda ou au Sénégal, il faut savoir que 100% des enfants ont une tablette et un réseau Wi-Fi accessible dans la ville ou dans le village. Donc, il faut un peu retomber sur terre et un tout petit peu s'intéresser à ce qui passe
à ce qui se passe dans des pays qui ont moins de moyens que le nôtre. Et donc, j'en viens à la fin de ma présentation. L'absence, la carence de prévention, d'anticipation au niveau de l'enseignement est un problème majeur. Et l'école, elle se débat, elle est emprisonnée dans des décrets, dans une tutelle politique tout à fait incompétente depuis des années, je l'assume et je l'assure, et une absence surtout dramatique et de vision et d'ambition et d'empathie. Parce que les enfants et les ados, moi j'ai donné cours pendant 20, 25 ans, 27 ans à l'université, il faut aimer les gens à qui on enseigne, il faut être généreux, il faut surtout leur donner la technologie qui leur permet de rebondir. Et cela, ça n'a pas été fait. Et donc, nous avons un décrochage scolaire, nous avons un décrochage psychologique. Moi, j'ai deux jumeaux, enfants de 15 ans qui sont en décrochage psychologique à la maison. Nous allons payer un troisième tsunami. C'est que le décrochage aura des conséquences majeures sur la formation de notre jeunesse. Et donc, je termine. On parle d'incurie politique, on parle d'incompétence administrative qui est patente dans ce pays. Alors, permettez-moi quand même de parler de 3 enjeux. Et je termine par là. Vous avez du temps, hein, M. Houben. L'État belge et singulièrement l'Europe, qui passe son temps maintenant à palabrer sur le Brexit, est-ce qu'il a compris, est-ce qu'elle a compris les enjeux régaliens de l'État, c'est-à-dire que la priorité, c'est la justice, la sécurité, l'enseignement et la santé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais dire un mot de la vaccination. Les maladies dévastatrices, telles que la polio, l'hépatite B, la rougeole, le tétanos. Moi, j'ai fait des vaccinations à l'île d'Iljuy pour sauver des enfants rougeoleux il y a des dizaines d'années. Ces maladies ont été contrôlées par l'immunisation post-vaccinale. C'est sans doute la solution. Cela dit, on attend toujours une vaccination contre le HIV. Elle n'est toujours pas là, ça fait tout de même plus de 20 ans. Alors précisons que l'injection d'une protéine dénaturée a tout son sens pour déclencher une réponse lymphocytaire qui produira les immunoglobulines. Mais on nous parle d'autre chose. On nous parle d'un vaccin sur base de l'ARN, c'est-à-dire d'injecter des fragments d'ARN partiels du virus, c'est-à-dire une information génétique dont on ne sait pas si elle sera ou non intégrée secondairement dans nos propres gènes, c'est-à-dire dans notre ADN. Et là, il y a un questionnement. Et je termine sur une question philosophique. Avec moins d'1,6 million décès sur 7,8 milliards de personnes, cela signifie sur la Terre 0,02% de décès. Alors, si nous pleurons nos vieux, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont morts seuls et sans oxygène, on peut se demander s'il était si intelligent de détruire tout un pan de l'économie mondiale pour 0,02% de décès. Mais une question me taraude, bien entendu. Mes amis restaurateurs, acteurs, coiffeurs, restaurateurs, chirurgiens, ils pleurent. Mais mes autres grands amis, Tim Cook, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et surtout Elon, mon vieux partenaire, voire Sébastien de Braine-l'Alleud, qui a vendu 8000 terminaux depuis avril. Il va très bien. Jonathan Simmons, le CEO de GSK, est d'excellente humeur. Alors, ai-je le droit de me poser des questions? Franchement, je pense que oui, et cela n'a rien à voir ni avec du populisme, ni avec du négationnisme. C'est une démarche légitime que de poser les vraies questions aux bonnes personnes. Sébastien, je vous remercie. Merci Jean-Jacques Houben. Voilà, je crois que c'était assez explicite. Voilà, vous êtes même dans les temps, on a 5 petites minutes d'avance. Et maintenant, donc, nous allons aborder la thématique des mesures prises par le gouvernement et les conséquences qu'elles ont sur les adolescents et les enfants. Donc, je passe la parole au docteur, au pédiatre, Madame Catherine Reussen. Oui, bonsoir à tous. Je n'ai pas beaucoup de voix ce soir et je vais vous mettre ça sur PowerPoint. Comme ça, vous pourrez tous lire avec moi. Donc, je vais passer ici en diaporama.
On voit bien. Très bien. Ah oui, moi, on n'entend plus. Oui, on n'entend plus. Elle n'a plus de voix. Bon, on lit, on sait lire. J'en profite un petit mot pour dire que, vu le monde, le grand succès que cette visioconférence a, je vais essayer que chacun puisse poser au moins une question et avoir une réponse. Ce ne sera peut-être pas évident, mais je vais faire de mon mieux. Catherine, moi je ne vous entends pas, hein, Catherine. Moi non plus. Voilà. Là, vous m'entendez? Là, on vous entend. Merci, Oui. Catherine. Ok, d'accord, merci. Sur la problématique des enfants et adolescents, et la grosse problématique, la première problématique que je voulais soulever, c'était le port du masque. Donc, que voici. Alors, dans un premier temps, je vais vous dire ce que dit l'OMS par rapport au masque. Ici, dans sa première circulaire du mois de juin, qui était adressée à tout le monde, il est noté. Je voudrais quand même dire, je suis désolée, mais j'ai un petit problème pour visualiser mon écran. Donc, il est noté qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'éléments directs provenant d'études sur la Covid et sur les personnes en bonne santé au sein de la communauté sur l'efficacité du masque. Un peu trop vite. Il y a beaucoup d'effets indésirables au masque. Risque d'autocontamination, mal de tête, difficultés respiratoires. D'autres effets encore qui sont bien notés, lésions cutanées, faciales, difficultés de communiquer, sensation d'inconfort, le gros problème de la gestion des déchets dans des masques, la difficulté de communiquer en cas de surdité et les désavantages liés au port du masque éprouvés par les enfants. L'OMS a fait une deuxième circulaire qui était plus adaptée aux enfants et disant la même chose, qu'il n'avait pas de données probantes sur les effets avantages du masque porté par les enfants. Plusieurs études ont montré qu'il y avait quand même beaucoup d'effets secondaires chez les enfants, chaleur, irritation, difficultés respiratoires. Il est évident qu'aussi pendant l'activité physique, ce port de masque semble être vraiment déconseillé. Tout ça, ce sont les circulaires de l'OMS, donc ce ne sont pas des choses que j'ai été chercher ailleurs. Ils disent encore que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être respecté, qu'il ne faut pas nuire à sa santé, qu'on ne doit pas avoir d'incidence négative sur son développement, sur le résultat de l'apprentissage, et qu'il faut effectivement tenir compte aussi de tout ce qui est environnement, enfin des comportements sociaux, culturels et des ressources. Il dit que le port du masque ne doit être certainement pas rendu obligatoire pour les enfants présentant des graves déficiences respiratoires et qu'il n'est pas non plus, il ne peut pas être privé d'accès à l'éducation s'il ne porte pas de masque. Ce qui n'est pas actuellement vrai puisque des enfants se sont vus retirer le masque. Je rappelle ici les mesures indispensables à respecter et qui, à mon avis, ne sont pas respectées dans la plupart des cas, même par les adultes. Je lave mon masque à 8 heures et quand il est sale, c'est faux. Un masque doit être changé toutes les 4 heures s'il est porté de façon permanente. Et on rappelle ici aussi que la gestion des déchets n'est pas faite, n'est pas facile. Je pense que les circonstances pour lesquelles devrait être porté un masque sont assez nettes. Contact proche avec des personnes symptomatiques de Covid et non asymptomatiques.
par la personne qui est symptomatique de Covid en cas de contact proche en milieu fermé, contact proche avec des personnes à risque, par la personne à risque si la distance physique ne peut pas être respectée, milieu médical, hospitalier, extra-hospitalier en fonction du risque. Mais en aucun cas, le port du masque ne se justifie en milieu extérieur. Quelles conséquences des mesures pour nos enfants et adolescents? Ça, c'est un petit peu ma deuxième chose. Il faut savoir qu'il y a une multitude d'études. Sur PubMed, on recense jusqu'à plus de 300 études qui ont été notées sur les effets secondaires du confinement et des mesures. Et il ressort de là que les adolescents et les jeunes adultes sont le groupe le plus à risque. Ça va un peu vite, le minutage n'est pas très bon. Les adolescents et les jeunes adultes sont le groupe le plus à risque de présenter des symptômes psychiques secondaires en mesures sanitaires liées au Covid-19. Quels sont ces symptômes? Troubles de stress post-traumatique, anxiété, dépression, suicide, addiction, alcool, drogue, Internet, les troubles du comportement qui vont de l'isolement, l'irritabilité à l'agressivité, les troubles de la concentration, de la mémoire, les troubles du sommeil qui sont majeurs, la violence intrafamiliale qui est importante et qui a été exacerbée par le confinement, décrochage scolaire avec une marginalisation des adolescents, avec difficulté d'apprentissage et des adolescents issus de milieux défavorisés. Alors, sachant tout ça, ma conclusion serait celle-ci. Est-il légitime de sacrifier l'avenir, les relations sociales, la santé mentale et physique de nos enfants et adolescents au prétexte non démontré de protéger quelques personnes âgées et ou à risque représentant moins de 1% de la population? Ma réponse, vous l'avez là, certainement pas. Merci de votre attention. Je pense que je n'ai pas été trop longue. Voilà, je pense qu'on peut passer à l'intervenant suivant. Ok. Donc moi, je voudrais intervenir sur la question des valeurs, sur la question des droits fondamentaux et sur la question de la démocratie. Alors, on a tous constaté que de nouvelles normes sont en train de s'installer durablement, des normes qui se caractérisent par la coupure sociale, la coupure avec les corps physiques, la coupure avec les célébrations. Valérie, j'ai Oui. demandé à Dr. Heysen d'enlever le partage d'écran. Oui, d'accord, pardon, désolée. C'est juste comme ça, on vous voit en plus grand et ce sera plus pratique. Je suis en train d'essayer de le désactiver. En fait. D'accord, ok. Merci en tout cas. Hein. Merci, Dr. Heysen. Éclairage par rapport aux adolescents et aux enfants qui subissent effectivement ces mesures. Voilà, c'est reparti. Merci. Je passe la parole à Mme Tillemont. Mais on voit toujours le PowerPoint, je pense, non? Moi, je ne le vois plus. Ok. Donc, je disais que je souhaitais intervenir sur la question des valeurs, des droits fondamentaux et de la démocratie, et que les nouvelles normes qui sont en train de s'installer actuellement se caractérisent par la coupure sociale, la coupure physique avec les corps, la coupure avec le sacré, avec les célébrations spirituelles, et la coupure psychologique, puisque nous nous méfions de tout le monde et nous stigmatisons certains groupes, et notamment les jeunes. Et ces coupures, elles m'apparaissent comme la négation même d'une vie humaine. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit l'intervenante précédente. On refuse aujourd'hui à nos jeunes de vivre des expériences vitales, comme socialiser, se former autrement que virtuellement, ou encore faire de l'exercice physique. Et ce qui m'étonne le plus, et ce qui me fait le plus réagir, c'est que beaucoup d'entre nous cautionnent cette situation. Cette réaction d'une majorité, en tout cas d'une partie de la population, elle me fait penser à de célèbres expériences de psychologie qui, pour certaines, ont mis en évidence le conformisme de nombreux individus et pour d'autres, ont montré la propension humaine à obéir aveuglément à l'autorité.
Alors, par la suite, d'autres expériences ont confirmé que ces deux tendances au conformisme et à l'obéissance aveugle sont accentuées par la peur de la mort en particulier, et le stress. Et ce sont justement des conditions qu'on nous fait vivre actuellement. Et ces deux tendances sont également renforcées par des techniques de propagande et des effets de langage manipulateur. Et c'est justement à ce point-là que je voulais, ce premier point très important auquel je voulais arriver. Aujourd'hui, on pervertit le sens des mots, le sens de certains mots qui sont symboliquement très importants. Par exemple, on prétend qu'être un héros, c'est ne pas bouger de son canapé. Ou on prétend que la solidarité aujourd'hui ne peut plus s'exprimer que par la séparation, la coupure avec autrui. On prétend que le droit à la vie et le droit à la santé ne peuvent se réaliser que par l'isolement des personnes, alors qu'on sait très bien que l'homme est un animal social et que la santé est un phénomène physique, psychique et social. Donc, ce qu'on constate, c'est que de manière extrêmement pernicieuse, on modifie le sens de mots comme moralité, citoyenneté, responsabilité, solidarité, civisme, etc. D'ailleurs, certains experts sont même allés jusqu'à qualifier d'eugénisme le fait de contester les mesures sanitaires. Donc, ça, ce sont des perversions du langage qui mènent malheureusement à des égarements de la pensée, à une confusion, puis à un basculement des valeurs. Et ces nouvelles valeurs, elles justifient alors de nouveaux comportements, comme des comportements auxquels on assiste aujourd'hui, des pratiques de délation, des insultes, des menaces et même